Dans ma dernière vidéo sur la dette, vous avez été nombreux et nombreuses en commentaire à me parler d'un sujet, les aides aux entreprises. Ça fait des mois qu'on en entend beaucoup parler. Alors forcément, on avait déjà pensé à ce sujet et vous avez fini de nous convaincre. Je récapitule. Cet été, une commission d'enquête du Sénat a rendu un rapport sur ces fameuses aides aux entreprises. Et tout le monde a retenu ça. 211 milliards d'euros. C'est un montant énorme, assez choquant, surtout dans un contexte où on essaye d'économiser 30 milliards d'euros dans le budget 2026. Alors, j'ai cherché à savoir ce qui se cache derrière ces fameux 211 milliards. Est-ce que ce sont vraiment des cadeaux aux entreprises? Peut-on tout simplement les récupérer pour combler le déficit? Et d'ailleurs, ce nombre de 211 milliards est-il vraiment juste? Pourquoi les aides aux entreprises posent problème? En lisant les rapports, en me documentant, en faisant des interviews, j'ai repéré 3 gros problèmes dans les aides aux entreprises. Je viens de vous parler du montant de 211 milliards d'euros d'aides pour l'année 2023, mais vous en avez peut-être vu passer d'autres. 112 milliards, 270 milliards, ça résume assez bien le premier problème des aides aux entreprises. En fait, tout se joue dans le sens du mot aide. Qu'est-ce qu'une aide aux entreprises? Est-ce que garantir un prêt, soutenir le transport ferroviaire ou baisser certaines cotisations sociales, ce sont des aides? Dans le détail, le Sénat donne 2 estimations pour 2023. Une fourchette haute à 211 milliards et une fourchette basse à 108 milliards. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan a sorti en même temps que le Sénat une note d'analyse et il arrive à la somme de 112 milliards d'euros, toujours pour l'année 2023. Et enfin, le livre Le Grand Détournement compte 270 milliards. Tout le monde est d'accord sur les chiffres des aides, puisque les chiffres proviennent des projets de loi de finances ou des projets de loi de finances de la sécurité sociale. Pauline Verge est data journaliste aux Échos, elle a coécrit une enquête sur les aides aux entreprises, je vous mets le lien en description. Mais personne n'est d'accord sur qu'est-ce qu'est une aide aux entreprises et qu'est-ce qu'on doit inclure dans le périmètre pour calculer ça. Autrement dit, personne n'est d'accord sur quels dispositifs doivent être considérés comme des aides aux entreprises ou non. C'est ce point lexical qui n'a l'air de rien mais qui explique les différents montants que je viens d'évoquer. Là où la tâche se complique, c'est qu'il y a plus de 2200 dispositifs et franchement ça ressemble à un supermarché avec plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On y trouve par exemple l'aide à l'embauche des apprentis, les exonérations sur les heures supplémentaires, le taux de TVA réduit pour la restauration ou même le soutien au solaire photovoltaïque. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail des calculs du Sénat et du Haut Commissariat à la stratégie et au plan pour mieux comprendre ces différents chiffrages. Préparez-vous, c'est le moment très data de ce sujet. C'est un peu aride, mais ça me paraît important pour comprendre la suite. Côté Sénat, les 211 milliards d'euros sont répartis en 4 grandes catégories. Les interventions financières de BPI-France, les subventions, les dépenses fiscales au sens large et les exonérations de cotisations sociales. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan, lui, range ses 112 milliards dans 4 catégories à peu près identiques. Il y a les aides financières, les aides budgétaires qui comprennent les subventions, les dépenses fiscales et les exonérations de cotisations sociales. Il recense aussi tous les autres dispositifs à destination des entreprises. Ça fait un total de 270 milliards d'euros et c'est de là que vient le chiffre du livre Le Grand Détournement. Quand on regarde la catégorie des exonérations de cotisations sociales, il y a un grand écart entre l'estimation du Sénat et celle du Haut Commissariat. En fait, c'est parce que la commission d'enquête du Sénat a inclus la totalité de ces exonérations, alors que le Haut Commissariat n'a pris en compte que les exonérations qui avantagent certaines entreprises, et pas celles qui s'appliquent à toutes les entreprises, comme les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires, par exemple. Encore une fois, on les chiffre exactement au même montant que le Sénat. Mais on ne les prend pas en compte dans le total des aides aux entreprises, parce que les labelliser aides me sembleraient excessifs. Clément Beaune est le Haut Commissaire à la stratégie et au plan. Ce sont des dispositifs anciens, ce sont des dispositifs transversaux qui concernent tous les secteurs et toutes les entreprises et qui en fait sont un choix politique, d'ailleurs assumé depuis une trentaine d'années au-delà des alternances, d'abaisser le coût du travail qui reste quand même plus élevé que chez la plupart de nos partenaires européens. Donc c'est un choix de définition du coût du travail plus qu'une aide au sens où il y aurait une sorte de chèque fait aux entreprises de manière ciblée. Clément Beaune me l'a dit, il n'aime pas beaucoup ce terme d'aide pour parler du soutien aux entreprises. Et ce qu'il explique
là, vous l'aurez compris, c'est très politique. On y reviendra en fin de vidéo. C'est parce que c'est ça qui va déterminer le chiffrage global de ces aides, le montant que tout le monde retient. L'autre exemple qui montre bien tout l'enjeu de la définition des aides, ce sont les dépenses fiscales déclassées. C'est l'expression consacrée pour parler des niches fiscales tellement anciennes que l'administration fiscale considère qu'elles sont rentrées dans la norme et donc que ce ne sont plus vraiment des niches fiscales. Le Sénat les prend en compte comme des aides dans son estimation large, mais pas le Haut Commissariat. Et les sommes en jeu sont énormes. On apprend dans la note du Haut Commissariat que les 2 premières niches fiscales déclassées coûtent à elles seules 45 milliards d'euros. Sans rentrer dans le détail, la première, c'est le régime Murphy qui fait entrer en jeu les holdings. Si je viens de vous expliquer tout ça, c'est que sans définition précise et incontestable, on ne peut pas suivre les aides aux entreprises. C'est pas du tout la première fois qu'on essaie d'estimer le montant total des aides d'État aux entreprises. D'ailleurs, dans son rapport, le Haut Commissariat au Plan mentionne une dizaine d'estimations différentes au cours des 10 ou 15 dernières années. Mais comme il n'y a pas de périmètre commun, on tombe tout le temps sur des chiffres différents et surtout, on n'arrive pas à suivre l'évolution du total de ces aides dans le temps. Et ça, l'administration a fini par le reconnaître à contre-cœur devant le Sénat. Je pense qu'il n'existe pas au sein de l'État un tableau, un macro-tableau avec toutes les aides aux entreprises. Ce serait très bien d'avoir un macro-tableau qui permette de faire ce suivi, mais en effet, ça n'existe pas. Fixons un périmètre conventionnel le plus consensuel possible pour l'évaluer, le comparer d'une année sur l'autre au moment du débat budgétaire et en faire une annexe stable à notre projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça, c'est une proposition de méthode du Sénat et qu'on rejoint, qu'on soutient totalement. Ouf, on a mis tout le monde d'accord, passons au deuxième problème. Souvenez-vous, la mission du Sénat avait un objectif bien précis. La commission d'enquête du Sénat, elle s'était vraiment donnée pour mission de chiffrer le montant des aides versées aux entreprises de plus de 1000 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires net mondial de plus de 450 millions d'euros par an. Verdict ? Ces 211 milliards concernent l'intégralité des presque 5 millions d'entreprises françaises, de la micro-entreprise qui en bénéficie aussi, jusqu'aux plus grandes entreprises. Non seulement ils n'ont pas réussi, mais en fait c'est pas possible de le faire actuellement parce qu'il n'y a pas de tableau de bord clair. Ce n'est pas possible pour le montant global des aides aux entreprises. Mais on sait que les grandes entreprises bénéficient le plus de certaines grosses aides fiscales. C'est le cas du fameux crédit d'impôt recherche, le CIR. Mis en place dans les années 80, il a explosé à partir de 2008 après une réforme sous Nicolas Sarkozy. Il permet de récupérer 30% des dépenses en R&D jusqu'à 100 millions d'euros et 5% au-delà. Il a coûté 7,2 milliards d'euros à l'État en 2023. C'est la plus grosse aide fiscale devant la taxe au tonnage et le mécénat. On sait que les grandes entreprises captent 42% du montant total du CIR, alors qu'elles représentent moins de 20% de l'ensemble des entreprises qu'ils touchent. Avec des dérives pointées du doigt par complément d'enquête par exemple. Des multinationales qui touchent des centaines de millions d'euros d'aides publiques. Ils affichent ouvertement qu'ils fraudent. En plus, comme le CIR est un dispositif très complexe, tout un business d'intermédiaire s'est créé pour aider les entreprises à toucher cette aide. L'estimation, c'est que ça coûte 20 à 30% du montant qui est attribué au titre du crédit d'impôt recherche. Et c'est l'illustration par l'absurde, je dirais, de ce que peuvent générer ces complexités, y compris en perte d'argent public. On sait que la complexité, c'est toujours défavorable en priorité aux petites et moyennes entreprises parce qu'elles ont des équipes plus petites, elles ne savent pas toujours comment la législation fiscale ou budgétaire a évolué d'une année sur l'autre, surtout dans des périodes d'instabilité comme on le vit. Et simplifier les aides, ce serait évidemment une façon aussi de faire en sorte que ces aides bénéficient davantage aux petites et moyennes entreprises plutôt qu'aux très grands groupes. Ça, c'est pour le débat petites versus grandes entreprises. Mais une des questions posées par la commission d'enquête du Sénat était aussi de savoir, faut-il verser des aides publiques aux entreprises qui font des profits ou qui licencient? Le Sénat cite dans son rapport les cas de Michelin, Total Energy, Auchan ou encore LVMH, propriétaire des Échos. Dans ses recommandations, le Sénat demande donc un choc de responsabilisation des entreprises qui touchent des aides. Et aussi de mieux conditionner leur versement, notamment imposer le remboursement total d'une aide si l'entreprise délocalise ou exclure les aides publiques du périmètre du résultat distribuable aux actionnaires. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas prévu aujourd'hui par les textes de loi. Et ça nous amène au dernier gros problème des aides aux entreprises.
Ces milliards d'euros donnés chaque année aux entreprises, forcément ça choque une partie de l'opinion publique en période de restrictions budgétaires. J'ai envie de savoir, et vous aussi sûrement, comment les entreprises s'en servent. Chaque aide est toujours créée avec un but précis, mais on a souvent du mal à savoir, une fois qu'elle est mise en place, si une aide remplit bien son objectif. Dans le jargon administratif, ça s'appelle l'évaluation des politiques publiques. Quelques aides emblématiques, comme le CIR et l'aide à l'apprentissage, sont évaluées, mais c'est loin d'être la totalité des aides. C'est quand même ce qui a permis de se rendre compte que le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, mis en place en 2013 sous François Hollande, était beaucoup moins efficace que prévu par rapport à son coût. Entre 2013 et 2015, il aurait permis de créer ou sauvegarder près de 100 000 postes de travail en France. C'est nettement moins que ce qui était prévu, avec un coût qui, lui, reste élevé, 20 milliards d'euros par an en moins dans les finances publiques. Aujourd'hui, les rapports du Sénat et du Haut Commissariat, entre autres, demandent de généraliser ces évaluations, surtout pour les dépenses fiscales et pour les exonérations de cotisations patronales, pour être sûr que chaque euro public est bien dépensé. Parce que c'est ça, en fait, le fond du débat. Est-ce que chaque euro d'aide publique aux entreprises est bien dépensé? La question, si vous voulez faire des économies sur les aides d'entreprise, c'est est-ce que ça aurait un impact négatif ou pas par rapport aux objectifs visés? Si on divise par 2 les aides à l'apprentissage, on fait des économies. Mais sur le recrutement d'apprenti, peut-être que ce n'est pas la meilleure décision. Et donc il faut, encore une fois, revenir à l'évaluation des dispositifs au regard de leurs objectifs et de leurs coûts. Et ça, c'est un vrai débat budgétaire et de société. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce débat sur les aides, c'est que ça fait ressortir un débat économique assez profond. Qui l'État doit-il aider et est-ce qu'on fait bon usage de l'argent de l'État en aidant les entreprises? Le but théorique des aides publiques, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises, notamment en baissant le coût du travail. Et aussi d'orienter la politique économique française dans certains secteurs stratégiques. En fait, elles sont un outil majeur de ce qu'on appelle la politique de l'offre, plutôt étiquetée à droite, qui consiste à soutenir l'économie en aidant les entreprises. Elle s'oppose à la politique de la demande, plutôt étiquetée à gauche, qui soutient l'économie en aidant les ménages. La politique de l'offre, en France, elle s'est accélérée à partir de 2013 et la création du CICE. Et une décennie plus tard, elle concentre les critiques. D'un côté, ses opposants disent qu'elle a plutôt servi à enrichir les patrons et les actionnaires. De l'autre, ses supporters continuent à la défendre, notamment parce qu'elle permettrait de compenser les prélèvements obligatoires sur les entreprises qui sont très élevés en France. Aujourd'hui, les aides aux entreprises sont tellement ancrées que certains chercheurs parlent d'un capitalisme sous perfusion, à tel point que supprimer toutes les aides d'un coup pourrait créer un choc en raison du phénomène d'accoutumance qu'elles ont créé. Ça n'améliorerait ni la situation budgétaire ni la situation économique. Ça rejoint les conclusions de la commission d'enquête du Sénat, dont le président est LR et le rapporteur communiste. Malgré leurs divergences politiques, ils ne remettent pas en cause le principe des aides publiques aux entreprises. Ils considèrent que la politique économique française doit disposer de leviers et d'incitations pour mettre en œuvre ces grandes orientations stratégiques. Ce qui m'a plu dans ce sujet, c'est que paradoxalement, tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut changer. Trouver une définition commune des aides aux entreprises, mieux les conditionner et mieux les évaluer. Bien sûr, ce qui reste très clivant, c'est la mise en pratique de ces changements. Merci d'avoir regardé ce nouveau macro, on se retrouve dans un mois pour un prochain sujet.